Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle émission. Il était une voix, c'est une émission qui va mettre l'accent sur un citoyen qui le mérite. Et aujourd'hui, je reçois Nabil. Bonsoir. Nabil Moussaoui qui nous vient de Drancy, qui a 19 ans et qui est en licence à la Sorbonne. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc je reçois Nabil aujourd'hui parce que tu as été récompensé il y a quelques semaines. Oui. Tu peux nous en parler, je vais te laisser le dire. J'ai été récompensé il y a quelques semaines par Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, et j'ai eu l'honneur de recevoir le titre de prodige de la République. Prodige de la République. Bon, dit comme ça fait vraiment incroyable, mais dis-nous tout, pourquoi tu as eu cette récompense et surtout comment tu l'as eu? Alors, j'ai eu cette récompense dans le cadre d'un dispositif que Marlène Schiappa a mis en place pour récompenser des citoyens qui sont engagés tous les jours associativement ou bien sous forme non organisée. Je tiens à dire qu'il y a des prodiges dans la République, il y en a plein partout en fait finalement. À l'origine, il y en a un par département, donc c'est un par département et par an. Oui. Bon, après il s'avère qu'il y en a eu plusieurs parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Et toi, tu es le prodige du 93. C'est ça, mais ce que je voulais dire, c'est que dans la vraie vie, il y en a partout des prodiges de la République, même s'ils n'ont pas eu le titre officiel, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le document finalement et cette reconnaissance de l'État, parce qu'il y a des bénévoles qui ont proposé ma candidature, puisque les conditions pour être sélectionné, c'était d'être proposé par des personnes de notre entourage ou qui voulaient saluer notre engagement. Et toi, tout part de ton association? De l'association, oui. Donc tu as une association qui s'appelle? Le pôle éthique Nouvelle Génération. Et je préside aussi l'association La Voix de l'Avenir qui travaille sur le quartier maintenant depuis presque 13 ans. En 2022, ça va faire 13 ans. D'accord. Et c'est toi qui l'as créée, celle-ci, ou pas du tout? C'est ma maman. D'accord. On va y revenir à la maman tout à l'heure. Ouais. D'accord. Mais on va revenir sur cette récompense, donc du prodige de la République. La cérémonie n'a pas encore eu lieu. Donc la cérémonie aura lieu en septembre, de ce que tu m'as dit. C'est ça. C'est ça, en septembre. Il y a une cérémonie qui a eu lieu. En tout cas, celle à laquelle je devrais participer, normalement, c'est en septembre. D'accord. Et là, tu sais un peu comment ça va se passer ou pas du tout? À vrai dire, non. Pas vraiment. On reçoit les courriers au fil de l'eau, donc j'attends. Et puis c'est aussi en fonction de la crise sanitaire. C'est ça. Et puis surtout, je tenais à le rappeler, c'est que je n'ai pas candidaté moi-même. Donc je ne connais pas les tenants et les aboutissants et tout ce qui fait que... Comment tu l'as appris? Par courrier. D'accord, mais tu ne savais pas avant de recevoir ce courrier que quelqu'un... D'accord. Et c'est ça qui fait la... C'est sympa? Ouais, c'est vraiment très sympa quand on se lève le matin et qu'on reçoit un coup de fil du cabinet du préfet qui nous dit qu'il y a un jury qui va examiner notre candidature. On ne comprend pas forcément ce qui se passe sur le moment, donc on passe un peu des coups de fil, on essaie de savoir qui a proposé finalement la candidature. Et oui, ça fait la beauté. Donc tu as mené ta petite enquête? Du dispositif. J'ai mené ma petite enquête, ça n'a pas été très long parce qu'on est une famille à l'association, donc tout le monde sait, tout le monde savait finalement. Ta maman était au courant? Oui, elle était au courant, les bénévoles ils l'ont mis au courant. Après on me l'a pas dit, je pense aussi parce qu'il y a la peur que je sois déçu finalement si je ne suis pas pris. Et du coup c'est très bien puisque... D'accord. Et donc concrètement, qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette... pendant pas toute, puisque c'est pas pendant la première vague. Vous êtes surtout intervenu sur la seconde vague après le mois de septembre? Non, on est intervenu pendant les deux vagues. Même celle où c'était tout fermé, tout. Oui, d'accord. Oui. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez fait avec votre association? Beaucoup de colis alimentaires, parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose dans la première vague. C'était très compliqué, ne serait-ce que pour sortir, pour faire ses courses à soi-même. Donc beaucoup de colis alimentaires qu'on déposait des fois devant les portes. Et c'est tout ce qu'on a pu faire. Après on a fait beaucoup de visioconférences avec les bénévoles, les membres du dispositif main dans la main. On a aussi organisé le goûter pour tous pendant la première vague, fin de la première vague quand l'école a repris finalement. Et voilà. Mais on n'a pas pu faire autre chose puisqu'on était un peu bâillonnés. Et vous arriviez quand même à collecter des denrées? Oui. Franchement, il y a une solidarité qui s'est organisée autour de nous qui a été fantastique. Des commerçants du marché de Rungis aux villes qui nous ont aidés. Oui. On peut leur rendre hommage ce soir aussi alors, à tous ceux qui vous ont aidés. Et en plus, vous avez mis, je me suis un peu renseigné, vous avez aussi mis en place des aides aux devoirs. Oui. Parce que les écoles étaient, c'était à l'époque où les écoles étaient fermées.
et il y avait beaucoup d'enfants qui ont totalement décroché. Exactement. Et donc vous avez mis en place des aides aux devoirs. Exactement. En parallèle, en fait, en parallèle des aides aux devoirs, on a mis en place le projet La Culture pour tous. Donc c'est un projet qui, pendant le confinement, on sait qu'il y avait beaucoup d'ennuis au niveau des enfants. Et pour éviter forcément tout ce qui est jeux vidéo, etc., tout ce qui est un peu... moi, je trouve nocif, en tout cas à titre personnel. On a voulu offrir des ressources culturelles aux enfants, des choses que les parents ne peuvent pas forcément offrir à leurs enfants en temps normal. Donc, des livres, etc., qu'on envoyait par la poste. Et vous en aviez beaucoup? Beaucoup de demandes. Ah oui. C'était de la demande plus que... Alors nous on a posté le projet sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on a fait un petit peu de com autour, on a boité aussi et après il y a eu un retour par mail qui s'est fait qui est incroyable, une grosse demande et puis nous on envoyait directement à domicile par colis en fait les livres ou bien ça pouvait être les films, c'était toujours filtré par les membres du bureau de l'association ou des bénévoles qui travaillent avec nous. On filtrait aussi les demandes parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas se permettre d'offrir aux jeunes, en tout cas aux mineurs, ça s'adressait principalement aux mineurs et aux élèves de Drancy. Et du coup, on a filtré, mais il y a eu énormément de demandes, oui. Ça a été un succès. Donc il y a eu l'école élémentaire, il y a eu l'aide aux devoirs. Et la culture pour tous. La culture pour tous. Il y a eu d'autres initiatives. Bon, ça fait déjà beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Après, c'est jamais assez parce qu'il y a une demande qui est en croissance constante. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien qu'il y ait plusieurs associations et que chacune ait des priorités différentes. On a eu le goûter pour tous aussi également. Il y a eu les quartiers d'automne. C'était quoi les quartiers d'automne? Alors c'est toujours sur Drancy. Oui, toujours sur Drancy pour la Voix de l'avenir, parce que c'est une amicale des locataires à la base. Et puis après, le pôle éthique nouvelle génération, on est volant, on peut aller un peu partout. Comme c'est notre première année, on essaye de rester quand même sur Drancy. Moi, j'ai une expérience terrain d'association depuis 13 ans, puisque j'en fais avec ma mère depuis que je suis tout petit. Donc c'est vrai que je pense pouvoir aller un peu autre part, mais je préfère aussi rester avec... Il y a aussi les membres du bureau, il y a les bénévoles, et je pense que c'est bien de commencer par Drancy, c'est le noyau de tout. Et puis après, l'année prochaine, on ne pourra pas... aller un petit peu à droite, à gauche. Ouais. Et est-ce que tu as senti une précarité qui s'est accentuée au fur et à mesure de ces confinements? Oui. Après, moi, j'ai toujours habité dans des quartiers donc, prioritaires. J'ai étudié dans des ZEP. Il y a toujours eu une précarité. Il y a toujours eu une précarité. Voyante, non-voyante, c'est en fonction de l'analyse de chacun finalement et des connaissances des familles, etc. Mais là, c'était vraiment c'était flagrant, quoi. Il y a une grosse précarité, des familles qui se portaient plutôt bien financièrement, etc., qui ont été mis en grosse difficulté avec le Covid, comme beaucoup de Français aussi ailleurs, hein, c'est pas que dans les quartiers prioritaires. Mais en effet, oui, j'ai remarqué, comme tout le monde, comme on a pu le voir sur les chaînes d'information, surtout, qu'il y a eu une précarité à cause du Covid. Oui, vous après, en tant qu'association et sur le terrain, vous l'avez senti beaucoup plus que d'autres villes ou d'accord. Ah oui, vachement. C'est même pour ça qu'après la vague du Covid, il y a eu une petite accalmie, comme on a pu le remarquer juste avant les vacances d'été. On a eu plein de restrictions qui ont été enlevées, qu'on a continué à distribuer les colis en partenariat avec le restaurant Siragan à Drancy. D'accord. On a continué à faire ça pendant 3 mois après le confinement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, déjà de créer ton association ? Alors, moi, j'ai été à l'École nationale de commerce quand j'ai fini mon baccalauréat économique et social. J'ai un parcours qui a beaucoup changé. On a l'impression comme ça qu'il est linéaire, mais pas du tout. En fait, à 14 ans, j'ai rencontré une avocate qui travaille dans le cabinet Sherman et Sterling. Ils font de l'arbitrage international. C'est un très beau cabinet dans lequel j'ai eu la chance de faire mon stage de 3e. Je suis devenu par ailleurs le plus jeune stagiaire de chez Sherman et Sterling. Le cabinet, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, du tout. C'est un cabinet d'arbitrage. D'arbitrage international, donc ça peut être des grands groupes, après je ne peux pas les citer, mais je ne peux pas les citer parce que du coup je les connais, mais c'est des grands groupes. Ils se situaient à l'époque au 114 avenue des Champs-Élysées. C'est une boutique de téléphone très connue, et du coup moi j'étais parti dans l'optique de faire du droit. Et j'avais l'appui notamment de Yas Bani Fatemi, la directrice du cabinet, pendant un moment. On est toujours en contact, mais c'est vrai que comme mon parcours il a changé, c'est plus la même chose.
C'est toujours aussi constant, mais c'est vrai que mon parcours, il n'a plus rien à voir avec le cabinet. Donc, je suis parti pour faire des études de commerce, puisqu'on me disait tout le temps que j'avais cette fibre relationnelle avec les autres, etc. Et finalement, je pensais que c'était du coup le commerce qui était fait pour moi. Dès quand j'ai commencé à étudier à l'École nationale de commerce, je me suis rendu compte que j'avais pas le contact. Tu avais quel âge à cette époque? J'avais 18 ans. D'accord. Oui, j'avais 18 ans. Et du coup, je me suis beaucoup remis en question. Et j'ai participé à ce moment-là à la campagne des municipales de Haut-de-la-Garde. Et c'est à ce moment-là que ça a été une vraie révélation pour moi. Et pourquoi alors tu as participé à cette campagne? Qu'est-ce qui a fait que toi, on voit aujourd'hui que la jeunesse se désintéresse, mais totalement, de la politique. Qu'est-ce qui a fait que toi, au contraire, tu t'y es intéressé? Je m'y suis intéressé parce que j'ai compris que ça avait un lien direct avec la vie de tous les jours et que ça avait eu un impact sur la mienne, notamment via les dispositifs de l'ESSEC, une grande école pourquoi pas moi, qui avait été mis en place par la municipalité. Donc forcément, quand j'ai fait le point et que j'ai vu que grâce à la municipalité, j'avais pu faire un stage, notamment chez Sherman & Sterling, puisque l'avocate que j'ai rencontrée en 2014, je l'avais rencontrée aussi dans le cadre d'un programme d'orientation au collège. Donc, ça rejoint un peu la municipalité, le collège, etc. Bon, en vérité, c'est le conseil départemental qui s'occupe des collèges. Mais je veux dire, c'est à Drancy que ça s'est passé finalement. Et du coup, ça me paraissait normal qu'à 18 ans, quand j'ai été majeur, exactement, de m'engager. Et ce que j'avais dit à Madame le maire à l'époque, quand j'avais eu la chance de la rencontrer lors d'un rendez-vous, c'est que je m'étais toujours investi dans les classes où j'ai été. J'ai toujours été délégué de classe, puis délégué de la vie collégienne. C'est une vocation peut-être? Je sais, cette envie de, entre guillemets, de diriger, d'orienter, d'aider. D'aider. Je pense que c'est le terme. Parce que même délégué de classe, on a beau dire que c'est le plus petit type. Peut-être le porte-parole. Et c'est pour ça que voilà, quand tu m'as parlé de ton émission, MyVox, ça a résonné en fait tout de suite. MyVox, c'est ça. C'est la web TV qui donne la parole à tout le monde, à tous ceux qui ne l'ont pas habituellement. Et ça a fait écho dans ma tête. Je me suis dit que c'est la première émission où je m'exprime et c'est la plus adéquate. Et ta voix est importante aussi. Comme toutes les voix. C'est ça, comme toutes les voix, parce que derrière une voix, il y en a 100, il y en a des milliers. Et donc, tu as fait la campagne de la Garde, vous avez gagné? C'est ça. Elle a gagné? Oui, elle a gagné. Je dis vous parce que tu as fait la campagne, donc vous avez gagné. Oui, on a gagné. Et derrière, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que dans ta conception de la politique, de la vie associative, de la vie municipale, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta direction? Alors, de la vie municipale, oui et non. Parce que j'avais jamais eu l'occasion de forcément rencontrer Madame le maire ou Monsieur le député, parce que j'étais mineur, j'étais à l'école, je regardais de loin, je lisais le journal de la ville, etc., comme tous les jeunes. Mais c'est vrai que quand on a 18 ans, on a investi quand même, on a un devoir civique qui est très important, on a investi beaucoup de responsabilités. Et tu sais, ton discours, il est vraiment minoritaire chez les jeunes. Oui. Est-ce que ça, tu en es conscient? J'en suis conscient, totalement. Que ta façon de penser, aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus chez les jeunes. C'est pour ça qu'on a créé le pôle éthique nouvelle génération, qui vise à redynamiser justement cette vie politique dans les secteurs où elle n'existe plus, où il y a un désintéressement. C'est plus pour la jeunesse. Hein, pour la jeunesse, et puis il n'y a pas que la jeunesse, on a pu le remarquer lors des dernières élections. Il y a un désintéressement de la chose politique qui est flagrant, on ne peut pas le nier. C'est un fait. Oui, on l'a vu aux dernières élections où il y a un taux, je ne sais pas, Sud Drancy, si tu connais le taux d'abstention. De tête, je ne le connais pas. En France, je crois que c'était 60 ou 70% je ne sais plus exactement, mais c'est surtout la jeunesse qui est absente. Est-ce que tu penses que ça les pénalise? Oui, totalement, c'est se tirer une balle dans le pied. Ne pas voter comme on le dit, comme on l'entend tout le temps, comme on le dit, c'est laisser les autres décider à notre place. Et c'est pas une phrase bateau, c'est pas une phrase pour faire joli, c'est la vérité. Les élections, elles ont une incidence directe sur nos vies. Alors, il y a un désintéressement de la chose politique, je pense, surtout par rapport aux politiques qui ont été menées avant. Le peuple est déçu, les gens sont déçus. Finalement, ils y croient plus en fait. Ils y croient plus, mais ne plus y croire, c'est abandonner et on peut pas faire ça.
Donc nous, lors des dernières élections, c'est ce sur quoi on a travaillé. On est parti à la rencontre des habitants. On a essayé de les sensibiliser sur les conséquences en fait que les élections allaient avoir sur leur vie. Les élections départementales, c'est des élections auxquelles là, on a vu, il y a eu un désintéressement, mais c'est des élections très importantes. Notamment lorsqu'on sait qu'ils ont la responsabilité des collèges, de certaines artères de nos villes, par exemple à Drancy. Général, oui. Exactement. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils pensent que on a tendance à mélanger en fait. C'est pour ça que ne pas savoir, c'est un danger en fait. Et c'est très important de s'informer. Tu penses que la grande majorité de la jeunesse ne sait pas ou ne veut pas savoir? Ne veut pas savoir. Ne veut pas savoir, tout simplement. Parce qu'il y a un désintéressement, comme je disais. Mais est-ce que c'est les seuls responsables? Est-ce que les politiques ne sont pas aussi responsables de Je pense que la cette responsabilité, situation? elle est partagée. Après, comme c'est toujours nuancé, il y a des politiques qui font le boulot, finalement, et d'autres non. Donc, c'est jamais tout rouge ou tout noir, c'est nuancé. Voilà. Nabil, je vais te proposer de faire un petit jeu. Allez, ça va, j'adore jouer. On va te diffuser avec l'aide de Stéphane à la réalisation des photos. Donc tu vas avoir des photos de personnalités et j'aurais aimé qu'en quelques mots tu me décrives ce qui te vient tout de suite à l'esprit, tout de suite ce que tu as envie de dire sur ces personnalités. Okay, d'accord. Donc on envoie la première photo. Des mots-clés Comme tu veux. C'est toi, vraiment toi, tu es libre. Si tu veux rien dire, tu me dis on passe et on passe à la photo suivante. Si tu as envie de développer, tu développes. Si tu as envie de donner qu'un seul mot, tu ne donnes qu'un seul mot. Il y a 4-5 photos et je voulais avoir ton avis sur ces personnalités. D'accord. Marlène Schiappa, prodige de la République, forcément. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve que l'idée, elle est super. Ouais. Donc l'idée est super. Et je parle, mais j'aurais pas dû parler. Non, je t'en prie. C'est important, il ne faut pas que ce soit linéaire. Donc c'est pour toi, c'est prodige de la République. Prodige de la République, citoyenneté, bien évidemment. Et puis changement. Changement aussi. Si tu la rencontres, qu'est-ce que tu lui dirais? Merci. Si elle est à la cérémonie, qu'elle est là. Merci. Forcément, ça s'impose, c'est de rigueur. Et puis, merci. Je pense que c'est la chose que je dirais. Ok, forcément. On passe à la suivante. Jules. Jules parce que tu as 19 ans. Jules parce que j'ai 19 ans. Jules, ça, entre guillemets, sa cible, c'est vraiment la jeunesse. Meilleur vendeur du rap français, pardon. Ouais. J'écoute ça? Ouais, j'écoute, je stream forcément. Même en étant prodige de la République, ça n'empêche en rien, finalement. C'est quelqu'un qui a des paroles qui me ressemblent. J'ai certains codes, je partage certains de ces codes. Et brillant, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Je pense que... C'est vrai. Voilà. Marocain. Franco-marocain. Franco-marocain. Ouais, franco-marocain. Très drôle. Est-ce que tu penses qu'il a apporté quelque chose à la diversité? Oui, bien sûr. Comme tous les membres de la diaspora marocaine, notamment, parce que souvent dans les quartiers, on a l'impression qu'on n'est pas représenté. Alors, marocaine, mais autre aussi. Enfin, moi, quand je vois Absatoussi ou Ahmed Silla, c'est comme si c'était moi. Ils sont marocains, au fond d'eux, ils sont marocains, ils le savent pas, mais ils le sont. Donc, tout le monde est marocain. De la même manière que moi, je suis sénégalais ailleurs aussi. Donc ouais, égalité des chances aussi. Je pense qu'il a participé indirectement à ça. L'égalité des chances, c'est l'espoir, c'est le fait de continuer à y croire et forcément... On va en parler après de l'égalité des chances. Et forcément, il a participé à ça, donc égalité des chances aussi. Ouais. Tu es franco-marocain, toi aussi? Oui. Et quel regard tu portes sur le Maroc d'aujourd'hui? Alors, un Maroc qui est en constante évolution, un Maroc qui s'impose internationalement, un Maroc qui évolue du bon côté. Et puis beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place, notamment pour entretenir les relations comment dirais-je, politiques avec les autres pays, donc notamment le cercle Eugène Delacroix et puis d'autres choses que je dois ignorer, mais
Oui, il y en a beaucoup de dispositifs. Il y en a beaucoup de dispositifs, effectivement. Et tu y retournes de temps en temps? De temps en temps. Là, avec les conditions sanitaires, c'est compliqué. Mais quand même, tu gardes un pied en tes racines, tes ancêtres, entre guillemets. Bien sûr, c'est important. C'est le fil conducteur de nous-mêmes. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Exactement. Donc, forcément, j'ai cette double culture. Je pense que c'est une richesse, comme beaucoup d'autres, comme certains qui ont une triple culture des fois. Voilà. Et c'est important, oui, bien sûr, c'est important. On passe à la photo suivante. Karim Benzema, l'homme qui a fait l'actualité il y a quelques temps. Exactement. Alors, Karim Benzema, moi je suis pas très foot, là je suis plus chant. Est-ce que tu le trouves clivant? Je ne le connais pas personnellement. Après, les médias ont fait de lui un personnage qui est clivant, forcément, donc on ne peut pas le nier avec toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps, etc. Ça n'enlève en rien ses qualités footballistiques, donc... Très bien. Très bon footballeur. Très bon footballeur. Très bon footballeur. On ne peut pas lui enlever. C'est un très bon footballeur. Et puis après, personnellement, je ne le connais pas. Donc, je n'ai pas d'avis très prononcé. Mais après, c'est plus sur ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il représente. C'est un très bon footballeur. C'est un très bon footballeur. Après, il a une image qui... intention, on va dire, médiatiquement parlant, je veux dire. Ce serait faux de dire le contraire. Donc voilà, là, ces derniers temps, ça s'est calmé, donc tant mieux pour lui, et on lui souhaite le meilleur. Très bien. S'il nous regarde. Il va nous regarder, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, Covid. Covid, forcément. Puis, Covid, c'est-à-dire, tu penses qu'il y a eu une mauvaise gestion? Je ne sais pas s'il y a une mauvaise gestion, parce que pour dire qu'il y a une mauvaise gestion, il aurait fallu que je puisse être moi-même en capacité de faire mieux. Donc personne ne sait comment on aurait pu réagir à cette situation sanitaire. C'est quand même compliqué à gérer. Si demain on avait été président, même avec toutes les compétences qu'il a pu obtenir lors de ses études ou bien de ses expériences terrain, ça reste une situation qui est quand même inédite. Je pense qu'il a eu un mandat compliqué, comme d'autres avant lui, qu'on pourra le juger aussi que à la fin de ce mandat-là. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps, en effet. Il y a moins d'un an. Moins d'un an, c'est ça. C'est compliqué pour un président de juger tant que le mandat n'est pas fini. Il faudra faire le bilan, il faut avoir des chiffres. Il faut avoir des chiffres concrets. Pour l'instant, il y a une gestion de la crise qui est comme elle est. On sait pas. Moi, à titre personnel, je ne sais pas si j'aurais fait mieux ou si j'aurais fait pire. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, président pour le moment, président Emmanuel Macron. Voilà. Bon, hormis Covid, tu as autre chose à dire sur Emmanuel Macron, sur ce que tu penses? Non. On en a une autre à la Real. On en a une dernière. Aude Lagarde. On termine par Aude Lagarde, celle qui t'a, entre guillemets, poussé... Enfin, c'est pas que elle, on en reviendra dans quelques instants, mais tu as fait sa campagne. Et c'est à toi de t'exprimer. Virage. Dire un mot, Virage. Pour moi, le mot qui me vient quand j'entends parler de Madame le maire, c'est virage. C'est un tournant dans ma vie que j'ai pris à partir du moment où je l'ai rencontrée. Donc, virage, une gestion d'une main de maître de la ville. Drancy, ça a énormément changé. Bon, après, si on parle de Drancy, parce qu'il faut remettre tout dans... C'est la fille, même si j'aime pas, moi, réduire ça à la fille d'eux, mais c'est la fille de... j'ai oublié son prénom. Alors, c'est la femme, plutôt. C'est la femme, ok, voilà, c'est la femme. Exactement. Même si moi, j'ai horreur de ces termes-là, parce que moi-même, je subis forcément des fois le fils d'une élue. Je pense que c'est pas forcément... C'est pas la fille, c'est la femme. C'est la femme, oui, c'est la femme. Mais c'est la femme de personne. Actuellement, c'est la mère de Drancy. Oui, je sais qu'elle fait un très bon travail sur Drancy. Oui, non, j'en doute pas, mais c'est parce que c'est beaucoup repris quand même. Qu'elle a ensuite, c'est la continuité de monsieur. Bien sûr, mais c'est beaucoup repris dans les médias, malheureusement. Oui. Et je trouve ça déplorable, en fait, parce que sous prétexte qu'on a une personne de notre famille qui est engagée politiquement ou associativement, on ne pourrait pas reprendre le flambeau. Moi, j'ai beaucoup subi ça, notamment vis-à-vis de ma mère. Mais on sait qu'il y a une vraie reproduction sociale. Donc, quand on est informé sur ça, lorsqu'on sait que les enfants de cadres, très souvent, ils finissent cadres. Les enfants des médecins, ils finissent très souvent médecins. Les enfants d'élus, très souvent, ils peuvent finir aussi élus. Pourquoi pas? Les vocations. C'est ça. Donc ce serait même de la discrimination d'empêcher finalement ces gens-là de s'engager et de s'investir. On est une personne à part entière, on a nos idées à nous.
Et puis aujourd'hui, le travail qui est fait sur la ville par Madame le maire, il est extraordinaire. Drancy s'est métamorphosé. D'accord. Et puis moi, j'ai bénéficié, encore une fois, de dispositifs que Madame le maire a pu mettre en place. Elle est élue depuis combien de temps? Alors, si je ne m'abuse... C'était dernière municipale, donc c'était dernière municipale et un peu avant. Un peu avant. Et un peu avant. D'accord, donc elle a eu le temps de mettre en place certaines nouveautés que monsieur n'avait pas mis en place. C'est ça, puis elle travaillait aussi avant... elle a toujours été investie dans la municipalité, donc elle connaissait forcément la ville. Et puis quand on a un mari qui est maire de Drancy, on connaît très bien les problématiques. Et qui est député maintenant. Et qui est député maintenant. Et qui était député aussi avant. Oui, qui était aussi, député avant. On a une connaissance du terrain qui est des plus propices pour gérer la ville, je pense. Donc voilà. Et puis à côté de ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi Madame le maire de façon plus personnelle. Je veux dire, voilà, quand on fait partie du comité de soutien avec d'autres personnes, on a l'occasion de boiter ensemble, de tracter ensemble, d'aller à la rencontre des habitants. Et c'est une personne qui est humble. Donc tu connais aussi l'autre face de... C'est la même. Et c'est ça en fait qui est extraordinaire, c'est que c'est la même. C'est ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur BFM, c'est la même personne. C'est la même personne. J'espère qu'on aura l'occasion de la recevoir ici un jour. Ce serait extraordinaire. De la voir et d'échanger avec elle. Ouais. C'est très enrichissant de discuter avec elle. Et aujourd'hui, si mon parcours est tel que celui-ci, c'est aussi grâce à elle. D'accord. C'est grâce à elle. Je pense que c'était la dernière photo. Donc pour terminer l'émission, on va parler d'un aspect qui... puisque tu as grandi dans une famille monoparentale. Oui. Et je voulais qu'on revienne là-dessus. Et j'aurais aimé savoir comment ça t'a forgé ce parcours familial. Alors, j'ai grandi effectivement dans une famille monoparentale, avec beaucoup de tontons, beaucoup de tatas aussi, donc beaucoup de cousins de mon âge. On est 12, on a tous entre 2 et 3 ans d'écart. Donc... Tout le monde habite à peu près dans le même petit... Non. Okay. Ils ont longtemps habité à côté, maintenant ils sont pas loin de Beauvais. Mais bon, la plupart du temps, je l'ai quand même passé avec ma famille à moi, donc ma maman et mes sœurs. Ça m'a beaucoup forgé parce que j'ai eu une maman qui a beaucoup travaillé pour subvenir à tous nos besoins. On a toujours eu tout ce qu'on voulait finalement. On rend pas assez hommage à nos mamans. On rend pas assez hommage à nos mamans, effectivement. Surtout quand elles sont seules. C'est ça. C'est une charge mentale qui est inimaginable tant qu'on l'a pas vécu. Et les papas solo aussi, hein, il faut pas les oublier. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, c'est vrai. Mais ouais, forcément, être maman solo, de nos jours, c'est très compliqué. Et moi, j'ai pris conscience de ça quand j'étais un peu plus âgé, donc vers 15-16 ans. Parce qu'avant, on s'en rend pas compte? On s'en rend compte, mais moins. On n'a pas la même vision du monde. À 16 ans, quand on entre au lycée, on commence à prendre conscience des enjeux de la vie, même financièrement, que la vie coûte cher finalement, que c'est une responsabilité d'avoir 3 enfants et d'être seul, puisque si on tombe malade, si on ne peut plus travailler, bah finalement, il n'y a pas de solution qui s'offre à nous. Donc voilà, moi je sais que je remercierai jamais ma maman assez pour ça. Une maman qui est très engagée. Hein. Une maman engagée, oui. Une maman engagée associativement depuis 2009, parent d'élève depuis maintenant 25 ans, je pense, puisque ma sœur a 26 ans. Ouais, donc parent d'élève depuis 25 ans, vice-présidente des fédérations PEP de parents d'élèves, donc très engagée. Et finalement, j'ai juste marché dans ses pas. C'est là, ouais, c'est la suite. C'est la suite logique, exactement. Ouais, je pense que c'est ça. Elle est élue aussi. Elle est élue à la mairie de Drancy. Donc ça serait peut-être la suite aussi de prendre le relais ou parce qu'on dit que les vocations, on a parlé tout à l'heure des vocations de la famille Lagarde. Donc je pense qu'il y a peut-être des vocations du côté de la famille Moussaoui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et pendant le Covid, pour en rester et en terminer sur la monoparentalité, pendant le Covid, tu as dû rencontrer des mamans solo. Énormément. Qui étaient dans une grosse difficulté. Oui, franchement. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. C'est un constat qui est désastreux finalement quand on s'y penche. Mais oui, ouais, c'est principalement des familles monoparentales. Beaucoup de papas solo aussi, hein. On s'en rend pas compte, mais beaucoup de papas solo pour qui c'est encore plus difficile parce que finalement, non seulement ils ont tous les devoirs finalement, mais presque pas de droits, puisqu'on ne parle pas assez d'eux. Quand tu dis papa solo, c'est des pères, entre guillemets, divorcés ou séparés, mais qui n'ont pas la garde. Hein. Ils n'ont pas la garde. Qui ont la garde. Qui ont la garde. Très bien. Qui ont la garde. Et pour qui c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi.
D'accord. Pour terminer, Nabil, si tu avais un message à passer à... J'aimerais que tu passes un message à celle qui a fait ce que tu es aujourd'hui, ta maman. Si tu avais un message à lui passer, à lui dire. Bah, que je l'aime forcément. Et comme je te disais juste avant l'émission, ma mère c'est une partie de moi, donc je ne saurais quoi dire. En fait, j'ai pas assez de mots pour la qualifier. Je pense que dans le regard, on se dit beaucoup de choses à moi et ma mère. Donc ouais, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas de terme qui pourrait assez la qualifier, mais que je l'aime et merci. Et merci. Ah bah c'est sur ces très beaux mots qu'on va se quitter et se dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour la deuxième édition de Il était une voix. Nabil, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Franchement, et tu as un parcours exemplaire. J'espère qu'on verra les photos de la cérémonie de ta récompense et qu'on saura à qui, puisque on l'a pas dit, mais le vainqueur gagne 500 € à reverser à une association caritative. Bon, tu n'as peut-être pas encore choisi ton asso, mais voilà, il y a 500 € que tu reverseras à une association et j'espère qu'on suivra ça et puis on dira à qui tu les as reversés. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci infiniment pour cette invitation. Oh, merci à toi. Encore une fois, le nom de l'émission a résonné en moi et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Bah pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. On aura encore un nouveau citoyen qui sera là pour nous présenter son parcours et son actualité. Je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.